Rebonjour. Rebonjour à tous. Bienvenue au panel de fermeture de cette 6e édition du colloque Finance Retraite. Alors, pour le panel d'aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet d'actualité, soit les perspectives de la fin d'un cycle de marché haussier. Pour le panel d'aujourd'hui, nous avons nos trois panélistes et modérateurs. Permettez-moi de les introduire. Tout d'abord, M. Vincent Delisle, co-chef des placements chez Exaves. Donc, avant de se joindre à Exaves, il a travaillé pendant 14 ans à titre de directeur principal, stratégie de portefeuille et recherche en action chez Scotia. Il a reçu plusieurs distinctions. Auparavant, il avait travaillé chez Valeurs mobilières Desjardins et est titulaire d'un bac en administration des affaires de l'Université Laval et détenteur de la charte CFA. Par la suite, M. François Bourdon, directeur adjoint et VP répartition globale d'actifs et revenus fixes chez Fiera Capital. Il est également responsable du Fonds global macro, des activités d'investissement et des stratégies de revenus traditionnelles et non traditionnelles. Il possède plus de 15 ans d'expérience dans le domaine et est à l'emploi de la firme depuis sa création. Titulaire d'un bac en mathématiques de Concordia, fellow actuaire et fellow actuaire de l'Institut canadien d'actuariat. Il détient également la désignation CFA et Professional Risk Manager PRM. Monsieur Michel Doucet, vice-président et gestionnaire de portefeuille chez Valeurs mobilières Desjardins. Débuté sa carrière comme économiste à la Banque nationale. En 1992, a rejoint l'équipe institutionnelle Actions et revenus fixes chez l'évêque Beaubien-Geoffrion comme économiste. En 2004, il rejoint VMD à titre de vice-président. Occupe les fonctions de stratège pour les titres à revenus fixes. De plus, il gère la direction du groupe conseil en portefeuille. Détient une scolarité de maîtrise en sciences économiques à l'UQAM. Et notre modérateur, que vous connaissez bien, ici dans la région de Québec et même à travers le Canada, M. Clément Gignac, vice-président principal, placement économique en chef chez Industrie Alliance Groupe financier depuis 2012 et président du comité d'allocation d'actifs. M. Gignac compte plus de 30 ans d'expérience dans les secteurs privé et public. Il a été ministre au sein du Gouvernement du Québec de 2009 à 2012. Il a été VP et économiste en chef Banque nationale de 2000 à 2008. Il a assumé la présidence du comité sur la compétitivité à la demande du Forum économique mondial en 2012. Et en 2016, il est devenu membre permanent du Conference of Business Economists de Washington. M. Gignac est titulaire d'une maîtrise en économie de l'Université Laval. M. Gignac, à vous la parole. Merci. Bonjour à tous, bienvenue à cette dernière partie de cette belle journée. Puis merci au Cercle de m'accorder ce privilège-là, cet honneur pour notre atelier de clôture. La réalité, on vise 4h45, donc ça nous laisse environ à peu près 60 minutes, si je comprends bien, pour notre atelier. Merci, messieurs, de vous rendre disponibles. Un économiste, Michel, on a un actuaire, François, puis un gars de finance, Vincent. Donc, comment tu trouves ça maintenant, gérer de l'argent au lieu d'être sur le sell side, tout à coup, maintenant, avec ton nouveau défi, c'est... Je suis un gars de finance, je suis un gars de Québec aussi. Un gars de Québec aussi. Oui. Du séminaire de Québec, oui. Collège François de Laval. On pourra en parler. Comme Jean Raby, d'ailleurs, qu'on a reçu ici. Oui, écoute, c'est une belle différence. L'horaire est différent. Quand j'étais à la banque, on rentrait à 6h30, 7h du matin. Là, j'ai découvert 45 minutes de plus le matin. Des nouveaux clients. Avant, vous étiez mes clients, tu étais mon client. J'ai des clients, j'en ai dans la salle. Je voyage encore beaucoup, mais je voyage à des endroits différents. Je suis venu à Québec 3 fois dans les 4 derniers mois. Avant, je venais une fois ou 2 ans. Donc, là, tu es rendu imputable, là, parce que là, c'est real, c'est tangible. Tu performes pour avoir des bonus. Oui, c'est ça. Si je veux continuer à sourire, il faut que les rendements suivent. Je te taquine parce que Vincent, je disais, écoute, tu vas aimer ça parce que j'ai été moi aussi sur le sell-side pendant 20 ans, puis c'est différent de gérer de l'argent, donc c'est agréable. Fait que la formule, on va jaser une 30-40 minutes ensemble et l'idée, c'est que peut-être un 15-20 minutes pour des questions que vous pourriez avoir dans l'auditoire. On a décidé de changer la formule au lieu que chacun y aille pour 15 minutes chacun avec leur slide deck là, en fin de journée comme ça. On s'est dit, OK, on va faire ça un peu autrement. Fait que merci, messieurs, d'avoir accepté cette nouvelle formule. J'ai dit, on pourrait peut-être, j'espère que ça marche cette affaire-là, j'ai préparé des petites questions. Fait que je ne sais pas si on va pouvoir les voir à l'écran. Donc, est-ce que... Ouais, OK, ils sont là. Donc, je vais revenir un peu. On revient. OK. Fait qu'au départ, peut-être, je vous donnerais un petit 3 minutes chacun pour parler de toile de fond au niveau économique mondial. Après quoi, je vais avoir des questions précises sur la longévité du cycle, le bull market,
le protectionnisme, la normalisation des taux. Ça se peut qu'on n'ait pas la chance de passer à travers ces questions-là, mais je vous promets de quoi? C'est que vous allez avoir au moins 15-20 minutes dans la salle pour vos questions. Donc, peut-être de vous préparer. Et je me garde la dernière question. Okay? Donc, la question qui tue, c'est moi qui la garde en dernier. OK, ça va. Donc, allons-y. Peut-être, commençons avec toi, Vincent. Peut-être le toit de fond au niveau mondial, macroéconomique. Si tu peux me résumer ça en 3-4 minutes. Oui. Les deux choses qui retiennent notre attention là, sur la scène internationale côté macro cette année, la première, c'est que en 2017, on avait une croissance synchronisée. Ça venait de toutes les régions. En 2018, les États-Unis ont continué d'être très forts, mais à l'extérieur des États-Unis, depuis le début de l'année, ça décélère assez rapidement. En Europe, la croissance, les sondages manufacturiers ont été en repli, en modération depuis le début de l'année. Au Japon, c'est moins fort. La Chine aussi. Alors, on va sûrement en parler beaucoup là, cet après-midi, mais la Chine est aux prises avec des tensions, une guerre commerciale avec les États-Unis. Mais même avant que le spectre de la guerre commerciale commence, les données économiques en Chine avaient commencé à s'essouffler tard en 2017 et en début 2018. Donc, on regarde le macro mondial. Les États-Unis ont continué de surprendre depuis le début de l'année, mais dans les autres régions, le sommet était il y a environ 1 an et on a eu une décélération. S'ajoute à cela une nouveauté qu'on n'a pas vue depuis longtemps, c'est que les taux d'intérêt remontent. On suit, nous, 34 banques centrales à l'échelle mondiale. Puis on regarde ce qu'elles font. Bien, dans les 6 derniers mois, il y en a 26 qui ont grimpé leur taux d'intérêt. Alors, on regarde au net, le billet monétaire est vers le resserrement, et ça, bien, ça change la donne. Donc, on combine 2 facteurs qui sont plus ou moins bons pour le marché des actions actuellement. Un ralentissement économique, et on pense aussi que les profits vont ralentir dans cet élan-là, et des taux d'intérêt qui remontent. Alors, ça amène un contexte qu'on n'a pas vu depuis un petit bout de temps. Et lorsque ça va s'essouffler aux États-Unis, on pense que ça va être encore plus perceptible. Donc, ils vendent un peu plus sur les marchés. Des vents contraires. Des vents contraires par rapport à ce qu'on a connu depuis 2009. Oui, parce qu'ils ont commencé à normaliser les taux d'intérêt beaucoup plus tard dans ce cycle économique-ci qu'avant. On Absolument. en parlera tantôt. Oui. Peut-être, merci François, peut-être se concentrer du côté États-Unis un peu. Comment tu vois ça? Bien, les États-Unis, c'est le moteur de l'économie mondiale et nous, on pense que ça va continuer de l'être pour 2019 et peut-être une partie de 2020. Il y a le moteur qui fonctionne bien, le stimulus fiscal qui vient rajouter à ça. Comme Vincent le mentionnait, les taux d'intérêt, par contre, suivent. Les pressions inflationnistes commencent à se faire sentir. Donc, nous, on pense qu'on est maintenant rendu en 8e manche, si on se met en termes de baseball, en termes du cycle économique. Donc, les marchés sont plus volatiles, probablement encore avec un biais vers le haut. Les pressions inflationnistes sont plus fortes. Il y a une désynchronisation des différentes économies. On pense que c'est, par contre, probablement temporaire. La Chine met beaucoup de stimulus dans le système et on devrait avoir une resynchronisation l'année prochaine. Mais aussi, ça va s'accompagner d'une synchronisation au niveau des politiques monétaires partout à travers la planète qui vont être en resserrement ou en normalisation pour la majorité. Mm-hmm. Michel, peut-être du côté canadien, comment tu peux nous... Clément, une si belle économie, avec un marché boursier aussi déplaisant. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Une économie qui tourne au-dessus de sa capacité, un marché du travail qui est au plein emploi, des salaires qui commencent à décoller, une situation qui amène la Banque du Canada à relever son taux directeur modérément, avec assurance dans la prochaine année, une politique fiscale fédérale fond la caisse. Puis il faut se demander pourquoi. Pourquoi, avec un cycle économique qui va si bien, pourquoi on continue à dépenser autant du côté fiscal? Puis, que dire sur une si belle économie? Non, mais sincèrement... La bourse canadienne n'a pas l'air de voir suivre ça. Non. On s'est parlé, elle et moi, tantôt en s'en venant, puis je la regardais, puis c'est moins 8. Le monde n'a pas compris que c'est le cannabis qui est le futur du TSX. Ben là, je me suis dit, je m'en venais à Québec. OK. Eux autres, ils comprennent. OK. Donc, c'est ça. Bien, vous avez un petit peu élaboré, vous avez commencé à toucher sur la longévité du cycle économique. François a commencé à parler de ça. Là, on sait où tu te situes, c'est la 8e manche de la partie baseball. Il peut y avoir du supplémentaire aussi. Je ne sais pas, Vincent, on a combien de temps, puis si c'est possible d'identifier la cause probable de la prochaine récession pour aider un peu, peut-être pour les gens dans l'auditoire. On a regardé depuis 1960 tous les pays du G7.
Il y a eu 45 récessions depuis 1960 au sein du pays du G7. Le 2/3 du temps, c'était causé par un resserrement trop drastique de la politique monétaire. Des fois, une crise du crédit ou des bidules de même, un choc de pétrole. Comment tu vois ça, la longévité du cycle? Puis, es-tu à danger? Vois-tu une récession d'ici 2 ans ou ça va se prolonger? Avant de faire une projection sur la récession économique, nous, ce qui nous inquiète le plus, c'est qu'on a vu les meilleurs jours pour les profits des entreprises. Alors, et ça, absolument, c'est annonciateur d'un ralentissement économique. On l'appelle récession ou non. Le fait que les profits ont atteint un sommet et atteignent un sommet actuellement, ça va être plus difficile de maintenir un air d'aller dans les prochains mois. Et ce qui habituellement fait la différence entre la 8e et la 9e manche, je suis d'accord en termes de baseball, 8e manche, ça me semble adéquat. Mais si on a remarqué, les bonnes nouvelles économiques ont cessé d'être applaudies par la foule. Ouais. Les gens regardent la game de baseball, et il y a des points qui se scorent, mais les taux d'intérêt augmentent. Et là, on est à la portion du cycle où les bonnes données économiques nous portent à penser que, ouais, mais si les États-Unis ajoutent 250 000 jobs par mois, puis que les salaires augmentent de 3 %, le plus haut niveau depuis 10 ans, bien, peut-être bien que la Fed va continuer à grimper les taux d'intérêt. Alors, il y a eu beaucoup plus de récession de profit qu'il y a eu de récession économique. Nous, ce qui nous inquiète, c'est que les banques centrales actuellement regardent leur échiquier et ils se disent « OK, j'ai une croissance économique qui est redevenue plus normale. Les écarts de production, les output gaps sont presque disparus. Puis l'inflation est pas mal où je la voudrais. » Michel a raison, la Banque du Canada augmente ses taux d'intérêt avec assurance. C'est habituellement là que les banques centrales se ramassent dans le trouble. C'est quand l'assurance revient et qu'on grimpe, et qu'on grimpe, et qu'on grimpe, bien, on le grimpe 1 ou 2 fois de trop. Donc, récession de profit, ça nous inquiète sur un 12-18 mois. Récession économique, on n'a pas encore toutes les lumières rouges de ce côté-là, mais il se fait tard. Quand, je veux être sûr qu'on comprend bien, parles-tu vraiment de récession de profit, c'est-à-dire de déclin du niveau de profit ou une décélération de la croissance? Déclin des profits. Ah oui, déclin carrément, là, parce qu'on était à 20-25 % de croissance Absolument. du profit. Alors, et toi, tu as un horizon de 18 mois, tu vois plafonner et carrément déclin des profits. Donc, les déclins des profits en niveau. Et les révisions de profit, les marchés émergents... Tu es hors consensus là-dessus, on va le dire? Oui. OK. Non, c'est correct, là. Oui, non. On aime ça, là. Mais on est habitué aussi, des fois, hors consensus, puis tu avais raison. Oui, non, donc, ça se peut que tu aies raison là-dessus. Là? Bien, c'est le fait. Et si on regarde ce qui se passe depuis... En fait, cette année, je pense, offre un exemple assez éloquent. Les profits sont forts partout. Ouais. Dans les 3 dernières semaines, on n'en trouve pas de mauvaises nouvelles de profit, notamment aux États-Unis. Alors, pourquoi ces vents contraires? Pourquoi cette volatilité? Bien, c'est le sentiment qu'on a probablement vu ce qu'il y avait de mieux à offrir au niveau de la profitabilité. Okay. Et ce que je mentionnais tout à l'heure, quand les taux d'intérêt augmentent et que l'économie va bien, ça passe. Qu'est-ce qui va arriver l'année prochaine si la Fed continue de grimper ses taux d'intérêt et que les données sont un peu plus modestes, que la confiance s'effrite? C'est habituellement là que ça ressemble plus à la 9e. OK. Peut-être protectionniste, est-ce que ça t'inquiète, François? Cette guerre commerciale-là, on est habitué pendant des années, des décennies, c'était la globalisation des marchés, on a aboli les tarifs, les frontières, puis là, c'est tout à coup, ça va avoir de l'impact, puis c'est-tu quoi, je disais, c'est-tu du dogmatisme de M. Trump ou juste une stratégie de négociation? C'est inquiétant. Je pense que c'est une stratégie de négociation, mais une stratégie de négociation avec des objectifs clairs. Donc, si l'autre bord il décide de ne pas jouer à la balle avec, il va avoir un bris. Pour ce qui est de la globalisation de l'économie, je pense que le bénéfice marginal qu'on a connu là, depuis la Deuxième Guerre mondiale, à chaque année, c'est maintenant neutre. Donc, on ne peut pas s'attendre à avoir des bénéfices marginaux aussi importants, ou peut-être même plus de bénéfices marginaux. Donc, des poussées d'inflation peut-être un petit peu plus fortes. On voit avec les économies qui sont un petit peu plus proches, qui sont à capacité pour les États-Unis et pour le Canada. Ça crée des problèmes potentiels. Aussi, ce que le protectionnisme est le reflet du populisme en même temps. Ou est-ce que c'est populaire d'être protectionniste, de protéger des jobs? Le fait que les entreprises ont gagné au détriment de la population au cours des 20-30 dernières années, encore plus récemment avec les baisses d'impôts, je pense que ça, c'est quelque chose qui va changer. Donc, il y a plusieurs facteurs qui nous amènent à être assez neutres par rapport à l'environnement économique et financier.
Le protectionnisme en est un très important, mais contrairement à Vincent, je ne pense pas que les profits vont ralentir l'année prochaine. Nous, on voit de la croissance aux États-Unis à 3 puis de l'inflation à presque 3 Ça va venir gruger dans les profits, mais ça ne sera pas suffisant pour qu'on ait un revirement, peut-être un ralentissement, là, pas à 25 mais peut-être à 12 Toi, Michel, ma question, c'est-tu juste une stratégie de négociation, là, l'histoire? Parce qu'après tout, le Canada, on a eu notre deal à minuit moins 5, minuit moins 2, là, parce que pour se joindre au deal Mexique-États-Unis, finalement, est-ce qu'il est vraiment anti-libre-échange tant que ça? Ou c'est dans le fond, qu'est-ce que tu vois? C'est-tu limité à la Chine, États-Unis? Ou si tu vois des problèmes avec le Japon puis l'Europe? Et est-ce que ça peut amener un gros ralentissement économique, toute cette tension commerciale-là? Moi, je vois un président qui est dans une campagne électorale en continu, qui est alimentée par du populisme. Donc, utiliser le mot stratégie commerciale avec populisme, pour moi, ça me dérange un petit peu ici. Mais si j'avais à me demander pourquoi les États-Unis voudraient adopter des mesures protectionnistes avec la Chine, est-ce que c'est pour les ralentir dans l'inévitable que la Chine va devenir une superpuissance? Quand on observe sur une tendance des 15-25 prochaines années, est-ce que la Chine va devenir le principal moteur économique de la planète? Je le vois. Est-ce que les États-Unis sont en train de ralentir ce processus-là? Parce qu'ils font, c'est comme ça que je le vois. Donc, il y a du géopolitique. On ne peut pas analyser ça strictement au niveau commercial, économique. C'est des grands positionnements, de grandes puissances, puis de géopolitique, d'influence là-dedans. Et je vois Trump faire un deal inévitablement avec la Chine. Inévitablement, deal, il va y avoir. Un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Et tu regardes comment les économies fonctionnent depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années, sont imbriquées ensemble. Bien, les deux, c'est quoi, 50-60 de la croissance mondiale, là, les États-Unis et la Chine ensemble? Effectivement. C'est quand même... Non, il y a un vieux proverbe qui dit tu peux te chicaner avec ton principal bailleur de fonds. Okay. Parce qu'il faut se rappeler que le principal bailleur de fonds, les Américains, c'est bien les Chinois. Les Chinois, de l'autre côté, où est-ce qu'ils exportent? Aux États-Unis. Donc, en bout de ligne, là, moi, je vois une entente. C'est une question de temps. Okay. Mais si j'avais à revenir sur l'autre question d'avant, pour moi, celle-là, elle est stratégique parce que les États-Unis, c'est le moteur du monde, comme Vincent le mentionnait. Puis je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur la récession qui va avoir un impact sur ses profits, mais je ne pense pas que ce sont les profits qui vont amener cette récession-là. Je m'attends plutôt à une erreur monétaire, à une banque centrale qui va juste trop en faire, puis qui va amener son économie en marge de la récession, qui va finalement la causer. Parce que tu vois l'inflation s'accélérer ou quoi? Je vois l'inflation s'accélérer, notamment du côté des salaires. Okay. On a pu voir Amazon là, qui nous est arrivé avec des salaires minimums à 15-16 $ de l'heure. La tendance, elle est partie. Je sais que souvent, on a parlé de la fameuse courbe de Phillips, qui était quelque chose d'endormi, plate. On a arrêté de la suivre. Mais quand j'observe une économie qui est au plein emploi, où est-ce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, pour moi, voir les salaires s'accélérer, c'est une normalité. Ce qui va m'amener de l'inflation dans le pipeline, et une fête qui va juste en faire un peu trop, qui va m'amener ma récession et finalement ma récession du côté de mes bénéfices. Fait que tu nous amènes à ma question suivante qui était à la normalisation des taux. Votre estimation de taux neutre Canada-US, monsieur... en fait, certains observateurs ont pointé un peu sur M. Powell le 3 octobre quand il a dit « C'est vous quoi? On est encore loin du taux neutre, puis peut-être le taux neutre est plus haut qu'on le pense. » Fait que bref, ça a amené de la volatilité par la suite. Quand tu es rendu que le pilote voit beaucoup de brouillard, puis il ne sait pas trop où est la piste d'atterrissage, disons que ça a mis un petit peu la table. Fait que qu'est-ce qu'on parle d'estimation de taux neutre aux États-Unis, Canada, Vincent, peut-être, sur ça? Puis quand on va l'atteindre, ce fameux taux neutre-là, ou comment tu vois de hausse de taux Canada? Commençons par le US, j'irais François pour le Canada, tiens. Juste le petit point sur la Banque du Canada. La Banque du Canada, je trouve, ce qui est intéressant, c'est que c'est probablement la seule banque centrale importante au monde qui a le guts de normaliser actuellement, avec des données. Et quand on y pense, là, cette année, le Canada a été confronté à quoi? Une renégociation de l'ALENA. On n'en parle pas beaucoup, mais le TSX en arrache. Le pétrole en Alberta, il se vend 20$. Et il y a 3 ans, quand le pétrole était à 20$, la Banque du Canada accoupait les taux. Alors, on est là à suranalyser chaque banque centrale dans le monde, puis pas l'autre, la Banque du Canada. Moi, je trouve qu'ils ont du guts, parce que c'est la bonne chose à faire de normaliser. Le taux neutre, historiquement, un taux réel de Fed Funds de 1,5-2 %, ça commençait à être problématique. Alors, on a une inflation aux États-Unis aux environs 2, aux environs 2 au Canada. Le taux neutre des banques centrales, il est entre 3 et 4.
avant que ça fasse vraiment mal. C'est sûr que dans notre optique de 2008 à aujourd'hui, et dans un contexte où au Japon ou en Europe, on est encore en dessous de 0, ça peut faire mal. Il y a probablement encore 4 autres hausses de taux qui viennent de la Fed, 2 ou 3 de la Banque du Canada. T'en vois moins au Canada? J'en vois moins au Canada. Je ne suis pas certain. J'applaudis le niveau de conviction de la Banque du Canada. L'économie canadienne va très bien. A été une grosse surprise cette année. Si l'économie américaine s'essouffle l'année prochaine, ça va nous rattraper. Alors, je pense 2 ou 3 de la Banque du Canada, 3 ou 4 de la Fed d'ici la fin 2019. Le taux réel aux États-Unis, quoi, on est à 2,25. L'inflation en 2, on est plus 25, Canada moins 25. Mais malgré tout, tu ne vois pas, ça fait une convergence. Je pense qu'il y a plus de risques. Il y a plus de risques, oui. OK. François? Moi, je pense que le taux NERD sur le 10 ans américain, c'est aux alentours de 4,5. Le taux NERD pour le... T'es haut, là, 4,5? Ouais, là, tu parles-tu du taux directeur? T'es rendu non, sur les 30 sur le ans? 10 ans, je pense que... Okay. Puis le taux NERD sur la Fed, 3,5 à 4 OK. Donc, une courbe normale. L'année prochaine, nous, on pense qu'ils vont en faire 4 chaque. Donc, d'ici à la fin 2019, ils vont en faire 4 chaque. Nous, on voit l'inflation beaucoup plus forte, mais on voit les banques centrales qui se piétinent un peu pour donner du lest à l'économie. Puis, tu sais, j'entends parler souvent que les banques centrales vont faire une erreur en resserrant le crédit. Mais c'est pas une erreur, c'est juste que l'économie va trop vite. Si tu la laisses aller, tu vas te retrouver avec des gros problèmes d'inflation. Il faut que tu la ralentisses pour créer la récession. Puis ils vont faire comme ils font tout le temps. Ils vont la ralentir. Puis ils vont... Les taux directeurs qui, historiquement, t'ont amené à avoir une récession, c'est 1,5 à 2 % au-dessus du taux NERD. On va peut-être s'arranger jusqu'à 4,5-5 au Canada, ce qui est pas mal plus élevé que la majorité des gens pensent. Michel, ça m'amène à la question suivante. Souvent, on va parler, voir s'il y a une erreur des politiques monétaires en regardant la courbe de rendement, voir si on n'a pas une inversion de la courbe. À ce moment-là, c'est que, est-ce que tu vois, on peut prendre le 10-2 ans, on est autour de 30 points de base aux États-Unis environ. Si je prends les 10 ans, 3 mois, on est plus à 75 points de base. Mais revenons aux 10-2 ans. Est-ce que tu vois une courbe s'inverser en 2019? Dans les 60 dernières années, la Fed et les prévisionnistes se sont toujours trompés à coller des récessions. Tout le temps. Il y en a toujours un écarté là, qui dit « Ouais, il y en a une, puis elle arrive. » Bon. Mais en général, la Fed, elle s'est toujours trompée. Puis, est-ce qu'elle peut faire autrement que se tromper? Parce qu'elle dit « Il y en a une qui s'en vient, c'est parce qu'elle est incompétente. Elle fait juste pas sa job. » Bon. La courbe de rendement, elle, depuis 1945, elle s'est trompée une fois. Il n'y a pas une récession dans les années 50, mais il y a eu du côté du secteur manufacturier. Elle a un track record assez phénoménal. Mais des fois, elle est bien en avance. Des fois, elle est 18 mois en avance. Là. On est d'accord là-dessus. Oui, c'est 12 à 18 mois. Okay. Mais à partir du moment qu'elle s'inverse, tu te dis, j'ai un signal. Oui. Puis si je prenais la courbe de rendement avec l'indicateur avancé, ces deux ensemble ne se sont jamais trompés. Okay. Fait que si j'exclus tous les humains, puis je mets juste l'intelligence artificielle avec des algorithmes qui prennent deux indicateurs, ils devraient me la coller comme du monde. On ne restera pas trop longtemps sur ce sujet-là, sinon il n'y aura plus d'économistes qui vont être embauchés. Ouais. Tu prends la courbe de rendement, indicateur avancé, puis c'est fait. Là. Oui, ben ça... On va se recycler comme actuaire, là, Michel. Moi, j'ai défroqué parce que j'avais pas ça. Moi, Clément, j'irai en médecine. Okay. On te fournit les patients, puis ça va bien. Donc, est-ce que je peux voir la courbe de rendement s'inverser? En 2019. La réponse, c'est oui. Est-ce que c'est en 2019? À cet effet-là, il y a la Fed de San Francisco qui s'est prononcée là-dessus. La réponse, c'est oui. Eux la voient à partir de 19. Est-ce que pour autant, c'est un signe de récession tout de suite? Non, qui m'amène une économie en récession peut-être en 2021. Donc, je la vois s'inverser. Il ne faut pas la prendre comme un grain de sel. Les 60 dernières années, les économistes l'ont toujours pris comme un grain de sel. Elle ne se trompe pas. Pour la recherche de la Banque de San Francisco, pour les gens qui sont ici, juste moi, dire qu'il expliquait que tu peux regarder la 10 ans, 2 ans, ou tu peux prendre la 10 ans, 3 mois. Or, la Réserve fédérale contrôle plus le 3 mois que le 2 ans. Et donc, dans ce sens-là, il y a un gros buffer, là, une bonne marge actuellement avec 75 points de base entre le 10 ans versus le 3 mois. Donc, c'est à surveiller. Mais disons que déjà, c'est un signe quand la 10 ans, 2 ans s'inverse, là. Mais là, quand elle s'inverse, absolument, tu l'as dans l'os. Rapidement, messieurs, voyez-vous également la courbe de rendement s'inverser dans les 12-18 prochains mois, vous autres? Oui. Oui. US, oui.
François également? Moi, je dirais que non. Non? OK. 30 des chances que ça s'inverse en 2019. En OK. 2020, oui, là, je suis pas mal sûr. OK. Moi, on est rendu début 2020. OK. Proche. Moi, je trouve que c'est la pire année de choisir 2020 pour une récession. C'est une année d'élection présidentielle là, avec le plus grand président que le bon Dieu a amené sur Terre, selon lui, du moins. Je sais pas. Moi, je viserais avant ou après. C'est pour ça qu'on dit 2021. Juste après qu'ils finissent. Bon. Là. Ouais. J'aime ça. On va voir ça à soir de toute façon. Qu'est-ce qui se passe au Sénat puis au Congrès. Allons-y pour une autre. Bon, OK. Pourquoi qu'on ait autant de monde, on veut juste savoir, parce qu'à 4 heures, là, c'est une longue journée, mais finalement, le bull market, là, c'est bien beau les cycles économiques, mais le bull market, ça fait 10 ans que ça dure. Là. OK? 325 à peu près de hausse depuis le creux. Là. Et finalement, ben, le marché actuel, ben, il a corrigé un peu, mais il est-tu cher ou il n'est pas cher avec la correction qu'on vient de vivre? Puis s'il y en a dans ça qui ont trouvé le mois d'octobre un petit peu long puis frisquet, ben, tu sais quoi? Vous avez vraiment raison. Parce que sur 22 jours ouvrables, il y a combien de jours dans les 22 jours ouvrables que Wall Street a fini dans le rouge? 16. C'est quand la dernière fois qu'on a eu 16 jours ouvrables dans un mois à la baisse, là, tout mois confondu? J'étais en secondaire 3. Fait que je ne voudrais pas vous donner mon âge, là, mais disons que ça en 1970. Vous voyez le genre. Dow est à 50. Oui, c'est correct, on va changer de sujet. Je m'attendais à pas une réplique. Là. Je sais que tu es plus jeune que moi, Vincent. Fait que donc, l'idée, c'est que... question. Il est cher ou il n'est pas cher? Là? Écoute, on est à 15 fois et demi des profits prévus. Il me semble que c'est en ligne avec la moyenne historique, ça. Là. Le problème, le gros défi du marché actuellement, c'en est pas un d'évaluation. OK. Le marché, les ratios cours-bénéfices du MSCI World, on est à 14 fois, le S&P 500, 15 fois. C'est pas là-dessus qu'on s'accroche pour être négatif. Il y a un point à mentionner, par contre, sur les évaluations. Les évaluations, ils commencent basses, ils finissent hautes. Quand tu es cheap, très attrayant, tu montes. Et quand tu pars de haut, puis tu baisses, absolument, tu baisses encore plus. Alors, il y a fort à parier que si, effectivement, le moteur des profits s'essouffle, les niveaux d'évaluation actuels qui sont corrects vont probablement devenir plus bas. Alors, nous, on pense qu'il risque d'avoir d'autres contractions de multiples. De l'essence dans le réservoir... Il n'en reste plus beaucoup, d'après toi. C'est les profits. Puis regardez... on a 2 games de baseball cette année. On a ce qui se passe aux États-Unis, où est-ce qu'il y a eu des feux d'artifice jusqu'à tout récemment, parce que la réforme fiscale a extensionné le cycle de profit de façon phénoménale. Ouais. À l'extérieur, ça s'est essoufflé un petit peu plus. Donc, les 2 moteurs du bull market des 10 dernières années, ça a été quoi? Les taux d'intérêt qui baissent ou la perception qu'ils vont rester à zéro. Ça, on l'a perdu. Et une accélération des profits et de la croissance. Alors, dans ce contexte-là, nous, les 2 principaux moteurs sont plus difficiles. Le dernier point que je mentionnerais, c'est sûr que le mois d'octobre a été difficile. L'an dernier, là où personne ne se plaignait, en 2017, en fait, ça a commencé en décembre 2016, il y a eu 15 mois de suite de gains du MSCI World. C'est vrai. Ça, il faut probablement retourner au moment où tu es en maternelle. OK. Ça. Okay. Il n'y avait pas dans le temps, moi, des maternelles. OK. François, tu as dit qu'ils ont été à 8e manche de la partie de baseball au niveau économique. On est-tu en 9e sur le bull market? Ou, je dirais, oui. Je dirais que. Mais peut-tu avoir des supplémentaires, là, maintenant? Oui, bien, je pense qu'on est proche du E, là, quand tu regardes ton essence. Il reste probablement un autre shot vers le haut. On s'attend à voir des nouveaux hauts éventuellement sur le S&P 500 au cours de la prochaine année. Puis après ça, ça va être pas mal plus difficile. Les causes et le timing du prochain bear market, si vous voulez la date exacte, je vais vous la dire après, mais je la garde pour les gens plus intéressés. Des bons clients. OK, c'est bon. Mais on pense que ça va être causé comme typiquement avec des hausses de taux qui ralentissent le cycle économique. Puis dans le coin de 2020, ça va être plus difficile. L'environnement dans lequel on est, puis octobre, c'est un bon exemple, c'est un environnement beaucoup plus volatile parce qu'il y a plusieurs aspects qui se frappent un avec l'autre. Les économies sont désynchronisées, les profits sont probablement à leur pic de croissance, puis les taux d'intérêt montent même quand les marchés boursiers baissent. Donc, c'est plusieurs contre-courants auxquels on n'est pas habitué.
Il va probablement avoir un changement de leadership aussi au niveau des indices. À l'intérieur des indices, ce qui fait bien va faire moins bien. Okay. Donc, c'est un environnement de changement. Si vous regardez votre politique de placement sur une base stratégique, nous, on recommande à nos clients de réduire les actions. Sur une base tactique, on est neutre, puis si ça baisse encore un peu, on va devenir surpondéré. Michel, au niveau du marché canadien, je ne sais pas s'il y a déjà eu un bull market, là, mais es-tu un peu plus optimiste? Écoute, on ne s'est jamais rendu en 8e manche, là, on doit être en 5e manche environ. Il reste-tu encore de l'upside dans le marché canadien? Je pense qu'il y a un Canada Curse. Un quoi? Un Canada Curse. OK. Oui, comme les Red Sox dans la Série mondiale. Là, Rick Porcello, c'était le Baby Curse. Okay. Puis son avant-dernière game, quand il a lancé, il ne pensait pas en lancer 18. Okay. Il a lancé 9, ça a fini en 18e manche. Pour dire, tantôt, en 9e manche, avec l'overtime, c'est possible qu'on joue de l'overtime ici. Puis, mon marché canadien, aussi bête que ça soit... T'as quoi, 13 fois et demi les profits prévus, là? Un escompte par rapport au marché américain comme on n'a jamais vu en 20 ans. Là. J'ai une bonne économie, mais j'ai une bourse qui est composée de financières d'un côté puis de pétrole de l'autre. Puis Vincent en parlait tantôt, le baril, le Western Canadian... était à l'entour de 20 $. Ton gap est allé jusqu'à 55 $ par rapport au WTI il y a à peu près 2 semaines. Donc, on n'est pas capable de véhiculer ce pétrole-là. Tant que tu n'auras pas trouvé une solution au pétrole... Au pipeline, tu veux dire? On a un pipeline, toute la gang ici. Là, on est rendu actionnaire de ce pipeline-là. Moi, je n'ose pas parler de choses comme ça. OK. Mais j'ai regardé les autos tantôt dans le stationnement. Je n'ai pas vu beaucoup électrique. Je dis juste ça comme ça. OK. Puis après ça, c'est l'histoire de la Banque du Canada qui doit augmenter son taux directeur avec mes banques qui vont, oui, continuer à faire de l'argent, mais est-ce que c'est assez pour propulser mon TSX à un nouveau record? Bon, mais écoute, on va aller au marché émergent. Vincent, là, donne-moi de l'espoir quelque part. Là. Je veux dire, es-tu capable de faire de l'argent en 2019? Je ne sais pas. Il y a plus de technologie dans le marché émergent dans le marché canadien, puis le poids des ressources naturelles est moins important dans un pays émergent que le marché canadien. Là. Je ne sais pas, il doit y avoir... puis on a 11 fois et demi à peu près les profits prévus dans le marché émergent. Là. Il y a peut-être d'expliquer un petit peu pourquoi ils sont fait brasser, parce qu'on a un bear market depuis fin janvier. Puis... depuis février-mars, en fait, il y a un des points que François a mentionné aussi, là, c'est au-delà de ce que le marché fait, que le S&P 500 fait, il est en train de s'orchestrer un changement, une rotation de certains secteurs ou de styles qui ont dominé le marché pendant les 18 à 24 derniers mois, les styles croissance, styles technologiques. Donc, il y a des secteurs qui, si la 8e, 9e manche dure plus longtemps, les secteurs plus style valeur, value, on pense au secteur des financières, les banques, tout ça, devraient mieux faire. Les marchés émergents, ce qui est intéressant, c'est que, on va l'appeler, c'est la Chine. Alors, depuis que la Chine a commencé à ralentir au premier trimestre, tout le marché boursier a baissé au mois de février. Puis au mois de mars, le marché US est reparti comme ça. En fait, le Nasdaq a fait un plus 20, puis le reste de la planète a continué à baisser. Puis le poids de la Chine, c'est environ 25 dans mettons, le marché méchant. Absolument. Et dans l'indice chinois, un 30-40 %, ce sont les valeurs technologiques. Donc, quand on entend parler des FANG aux États-Unis, Facebook, Amazon et tout ça, les Chinois, ils les ont, leurs FANG. Si on part du mois de mars à aujourd'hui, les technologiques chinoises, c'est moins 30 à moins 35. Puis les technologiques US, que tout récemment, c'était un plus 20. C'est ça. Alors, le marché émergent, en termes d'évaluation, beaucoup plus attrayant. En termes de sentiment, tout le monde est négatif, très bearish. Alors, sur une approche contrarian, ça devient intéressant. Il manque une chose. Il va falloir que le macro s'améliore. La Chine a commencé, on a parlé beaucoup de resserrement monétaire depuis le début du forum, mais il y en a une grosse banque centrale qui est en mode stimulus. Les Chinois ont coupé leur taux d'intérêt 3 ou 4 fois cette année. Puis ils sont prêts à agir si la guerre commerciale s'envenime. Et ça nous ramène dans un contexte qui ressemble un petit peu à fin 2015, début 2016. Fait que si finalement ton lanceur est bon pour ta 9e manche, ça dure plus longtemps, et qu'il y a un rebond, il risque de devenir davantage des émergents. Si la Chine rajoute un peu d'huile dans le moteur, on pourrait avoir un rebond de 12 à 18 mois. La bourse canadienne ferait bien. Je pense que le S&P 500 traînerait de la patte. Tous les secteurs technologiques croissants aux États-Unis seraient en difficulté. Mais il y a une porte là, il y a une lumière au bout du tunnel. En relatif, nous, on préfère de loin les émergents aux US actuellement. En absolu,
Si les vents continuent à se lever, bien, c'est sûr qu'on veut garder un peu plus dans la caisse. Mais les émergents, on est beaucoup plus près du point d'achat là, qu'on l'est aux États-Unis. OK. Une réaction, François, sur ça? On n'a pas l'air d'être d'accord sur grand-chose, mais on est d'accord sur le positionnement. Okay. Émergents et Canadiens, nous, c'est nos deux marchés préférés. Puis États-Unis, ERO, c'est les deux marchés qu'on a. Ça m'amène, François, d'ailleurs, à mettre une question de l'allocation d'actifs à privilégier. Je dirais peut-être, dans ton cas, plus sur le court terme. Bon, et peut-être plus sur le moyen-long terme. Michel, court terme, peut-être que 3-6 mois, c'est un peu trop court terme, mais mettons 6 à 12 mois, tiens. Est-ce que obligation ou bien on reste surpondéré en action? Parce que quand tu as une correction de 10 % en général, quand c'est pas suivi par une récession, habituellement, ça rebondit quand même. Là. Nous, présentement, on est neutre. Okay. On est pro-cyclique là, en étant long émergent canadien, sous-pondéré en international et en US. On est sous-pondéré en action. Donc, c'est un positionnement relativement pro-cyclique. On pense que le stimulus qui va provenir de la Chine, entre autres, et probablement les petits mots cajoleurs de Trump vont aider les marchés émergents en général. On n'est pas assez convaincu pour dire qu'on devrait être surpondéré. Si ça dégringole encore un peu, là, on se mettrait long puis on achèterait des actions en général pour avoir une surpondération. Vous n'avez pas l'impression qu'on a des manipulateurs en chef maintenant à Washington puis à Pékin? Quand ça va mal un peu à la bourse, vous voyez Larry Kudlow qui sort, qui commence à parler. Ils ont commencé à se parler sur la guerre commerciale. Puis là, la bourse remonte. Pékin, c'est rendu que les autorités chinoises disent des bons mots sur le marché boursier. Moi, je n'ai jamais vu ça. Là. C'est inquiétant à long terme, cette dynamique-là, où est-ce que le support vient de la Banque centrale, des gouvernements et ainsi de suite. C'est comme si c'était un baromètre de leur popularité. Ah ouais. Bien, il s'en est vanté un petit peu, Trump, là, que lui, il a gagné la guerre commerciale parce que sa bourse faisait ça, puis la Chine faisait ça. Là. Quand on regarde ça, pour l'instant, c'est le fun, parce qu'ils veulent que le marché monte, puis on bénéficie de ça en étant des acteurs du marché. Mais à long terme, c'est un peu plus inquiétant, parce que dans la prochaine récession, la baguette magique des banques centrales ne sera peut-être pas aussi magique qu'elle l'a été par le passé. OK. Michel, c'est une raison un peu plus, mettons, je ne sais pas, nos clients, plus au détail, la campagne des REER qui s'en vient, on lui dit toujours, c'est des opportunités d'achat, pas trop en faire, il faut garder le plan de match à moyen et long terme. C'est une raison de 2-3 ans. On reste sur les actions ou il faut vraiment s'en aller dans un CPG de Desjardins ou je ne sais pas quoi? Lui, quand il a tiré à courte paille, il a gagné. Hein? Ouais. Moi, j'aimais pas mal mieux à court terme. OK, reste à court terme. Je suis pas mal plus beau à court terme, c'est ça que je le suis. Ah oui. OK. Toi, c'est un rebond. Si tu me demandes 6 à 12 mois, je vais commencer par 6. Oui. Je serais plutôt long stock aujourd'hui dans un portefeuille. Je serais court en termes d'encaisse, donc sous-pondéré en caisse. Je serais très prudent avec ma stratégie revenu fixe. Le principal challenge que les investisseurs vont vivre dans les prochains mois, prochain trimestre, c'est l'augmentation des taux directeurs et de la structure de taux d'intérêt. Puis les gens négligent l'impact qu'ils vont avoir sur leur portefeuille. Je regardais les rendements pour le mois d'octobre, puis curieusement, ce sont nos investisseurs au profil prudent qui ont subi la plus grande baisse. L'amnésie générale est hallucinante. Le marché baisse pendant 3 semaines, puis mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Les taux augmentent, puis les taux ne sont plus notre meilleur ami. Alors... Les gens sous-estiment le nombre de hausses de taux. On est dans la chaise du dentiste pour une secousse. Ça. Et moi, quand je suis arrivé chez Exavet, c'était au mois de mai, mi-mai. Les Fed Funds Futures, le marché priceait une hausse de taux en juin, en septembre, en décembre. Là, tout d'un coup, il y a eu l'Italie et la Turquie. En l'espace de 3 semaines, on a tout enlevé la possibilité de ces hausses-là. Pourquoi? Parce qu'ils vendent en Italie et en Turquie. Mais ça, c'est l'automatisme qui s'est développé. C'est ça. La Fed va continuer à grimper, puis ça ne fera pas plaisir au marché. OK. François. Un risque à peut-être un peu plus long terme, c'est la stagflation. Donc, c'est un mot fait longtemps. Très, dans la salle, faible. Ils sont trop jeunes, ils ne savent même pas de quoi qu'on parle là, ici. Tu parles de stagflation? Très faible croissance économique. Stagnation et inflation. Ouais, donc 1 % de croissance économique, 3-4 % d'inflation. C'est un risque qui nous guette parce que la mondialisation ne nous bénéficiera plus vraiment beaucoup. On est au plein emploi, il y a une pénurie de main-d'œuvre, donc
Le rapport entre les travailleurs et les entreprises est en train de changer. Donc, c'est quelque chose qui m'inquiète particulièrement, dont j'entends jamais parler. C'est pas pricé dans le marché. Quand je regarde aussi au niveau du prix des denrées, des commodités, il y a très peu d'investissement qui s'est fait au niveau de la production dans les dernières années. On parle du pétrole, du cuivre, de l'agriculture en général. Donc, il y a une faiblesse qu'on a dans le système en général, où est-ce qu'on pourrait voir de l'inflation, puis on ne verrait pas de croissance. Puis ça, c'est complètement le contraire que moi, j'ai vécu quasiment dans toute ma carrière. Tu achètes de l'or ou quoi dans ce temps-là? Tu achètes de l'or, tu gardes du cash, tu achètes des commodités, puis tu restes investi au Canada. OK. Le Canada, ce serait pas peur. Michel. Il me donne une raison pour être bullish au Canada, mais je n'aime pas tellement raison. Hein. Mais... Il y a des choses qui me gardent réveillé la nuit, là, qui m'empêchent de dormir. Il y a ma blonde. Il y a quoi? Ma blonde. OK. On voulait pas être personnel, non? Ben non, mais c'est parce que la première. T'es chanceux. La deuxième, je suis chanceux pour les... Attends un peu, là. Ben non, mais... Ils n'ont pas fumé de cannabis là, avant la séance? Il y a ce qui arrive, la ménopause d'un couple. OK, bon. Vous comprenez ce que je venais de dire, les gars, là? OK, super. Les filles, oui. Le Canadien de Montréal, ça aussi, ça m'empêchait de dormir, mais ça va mieux que ça allait. L'Inde, le Pakistan, parce qu'à chaque fois qu'on se réveille, il n'y a pas de bombe qui a pété, je me dis ça a bien été, tu sais, ils ont passé la nuit. Blague à part, moi, un risque positif serait un Trump qui nous arrive en fin de parcours avec une autre baisse d'impôts, un plan budgétaire qui relance son économie au moment où on la pense en état de décélération et qui me le propulse juste un petit peu plus loin dans le cycle. Ça, pour moi, ça serait un upside. Ouais. Bon, quelle est la probabilité? Ben, François, la dernière fois, il y a eu un bon calme ces élections américaines. Non, mais c'est... mais cela dit, mettons que les démocrates prennent la Chambre ce soir. Là. Oui. Les démocrates, ça dépense. Les républicains, ça dépense. Les deux dépensent. Puis on s'en va en élection en 2020. Quelle est la probabilité que les deux dépensent ensemble? Il peut y avoir un compromis sur les infrastructures. Là. On pourrait dépenser autant sa fiscalité que ses dépenses budgétaires. Ça serait une surprise qui est positive, parce que je ne veux pas qu'on reste complètement dans le négatif. Tu as raison, Vincent, le principal risque, c'est le taux d'intérêt. Puis j'ajouterais l'âge des gens qui sont à Wall Street, où est-ce que j'ai 40% des négociateurs qui ont à peu près 30 ans. Puis la seule chose qu'ils ont vue dans les 5 dernières années, c'est des taux à combien? En bas de 2. En bas de 2. Puis là, ils les voient à 3 et quart, puis ils sont tous énervés, 5-10 ans, mais ils disent « Ah, ça se peut pas! » Comment ça se peut pas? Moi, je viens d'une époque que c'est 3 et quart, c'est vraiment bas. Là. C'est vraiment, vraiment très bas. Fait que je te dirais, c'est peut-être ma surprise positive que je ne vois pas. Parce que les balles du champ gauche, les gestionnaires, les stratèges, je pense qu'il y a un line-up de gens qui ont manqué la dernière crise financière, qui ne veulent pas en manquer à la prochaine. Ils ont toutes les raisons. Mais j'entends peu souvent de gens me dire il y a peut-être ça qui pourrait nous arriver, qui pourrait juste nous l'allonger un peu plus. Messieurs, il est rendu 4h45, on avait visé 4h45, c'était très agréable. Je ne sais pas, au niveau de la salle, vous avez aimé la formule ou non, vous nous laisserez savoir, parce qu'on a voulu innover un peu cette fois-ci. Au lieu d'y aller avec la présentation traditionnelle, on a pensé que la conversation comme cela serait plus utile. Donc, puis moi, c'est toujours un honneur et un privilège de pouvoir... avoir échangé avec vous, messieurs, c'est toujours très agréable. Et sur ça, je pense que Mathieu ou Clément, je vais vous laisser le mot de la fin, puis merci à tous. Donc, merci infiniment, Clément. C'est à la hauteur des animations habituelles, puis tu avais une grosse équipe. C'est quasiment de valeur en fin de journée. Là. Si on avait été le midi, on aurait pu avoir 1000 personnes, mais en tout cas. Donc, merci beaucoup d'être venu participer aujourd'hui. On le fait pour vous. Je remercie aussi les nombreux bénévoles, les partenaires financiers, on va les renommer tantôt, évidemment, qui étaient avec nous autres, et les animateurs, les conférenciers, tous aussi des bénévoles. Donc, je vais y aller avec comme ce matin, les répéter pour qu'ils se souviennent bien, qu'on va les rappeler bientôt. Donc, nos platines, Finance Montréal, Manuvie, Desjardins, Great West, IA, Groupe Financier, SSQ Assurance, Sun Life,
Alors, au niveau des partenaires or, Mercer, Autorité des marchés financiers, BMO, Gestion mondiale d'actifs. Partenaires argent, Conseiller TE, Exavest, Optimum, TD, Chambre de la sécurité financière et Jarislowsky Fraser. Je te laisse les autres. Et Partenaire bronze, Natixis, Unigestion, Fiera Capital, Fonds de solidarité FTQ, Normandin-Baudry, Gestion de placement Interna, Fonds d'action, Foyston Gordon Payne, Aon et Arborvest. Donc, on va conclure comme ça, mais je vais vous dire, l'an prochain, ce sera la 7e. Y a-t-il un cocktail après? Le 5 novembre, on fait ça un mardi. On a pris l'habitude là, que c'est le mardi 5 novembre. Donc, les animateurs, les conférenciers, tout le monde, mettez ça à vos agendas. On vous revient probablement ce printemps pour organiser ça. Ne partez pas. Vous serez intercepté à la sortie. On vous offrira un verre de vin. Donc, ça fait partie aussi du colloque. Avant de quitter pour le cocktail, j'aimerais au nom de CFA Québec là, de souligner notre 6e participation avec Cercle Finance pour le colloque. Nous en sommes bien fiers. D'ailleurs, nous avons aujourd'hui entendu parler beaucoup de technologie, intelligence artificielle. Alors, le 21 novembre, nous avons le Future of Finance sur l'intelligence artificielle au Carré des Affaires, Université Laval. Donc, on vous y attend en grand nombre. Merci.